Quelle belle étape Daniel, entre Dieu-le-Fil, le domaine de Régobert et Marseille. 214 km à travers la Drôme, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, bien sûr, pour terminer, avec aussi un groupe d'échappés et un maillot jaune déjà mis à mal, car le maillot jaune de Tony Rominger, comme hier à notre prise d'antenne, ce maillot jaune est menacé. Il est menacé par ce dossard 82 qui est celui qui a remporté aujourd'hui notre trophée FR3 du jour, c'est-à-dire Phil Anderson, qui a déjà gagné la semaine sicilienne, qui a déjà gagné devant les caméras de FR3 le Tour méditerranéen. Phil Anderson, donc, il sera notre lauréat du jour. Phil Anderson qui est très bien placé au classement général, mais peut-être que le nouveau leader sera un Français, Pascal Lans, car actuellement, eh bien, Tony Rominger n'est plus vraiment leader. On va rejoindre tout de suite sur la course Loïc Mathieu. Loïc, que se passe-t-il exactement? Loïc, vous nous recevez? Oui, André, je crois vous avoir entendu me donner la parole. Alors j'espère que tout fonctionne bien pour que je puisse vous détailler ce groupe qui est parti à Aiguille, c'est-à-dire à 60 km de l'arrivée, sous l'impulsion notamment de Phil Anderson qui fait un travail énorme en tête de cette échappée. Alors, sont avec Phil Anderson le numéro 6, c'est-à-dire Francis Moreau, est avec lui également un PDM, Van Poppel, un Z, Christophe Capel. Le Toshiba du jour, c'est Pascal Lans. Viennent ensuite deux Italiens, Giorgio Furlan et Marco Lieti. Je vous ai donc parlé de Phil Anderson, qui est accompagné par Sean Yates, Combien d'échappés en fait? Un Easter Sigma, Wilfried Peters, et enfin Darius Cacher de l'équipe Télécom. Ces hommes possèdent actuellement 1 minute 30 secondes d'avance. 1 minute 30, est-ce que dans ce groupe, on nous avait donné la présence aussi dans ce groupe de Renan Pinsec et de Pablo Moreno, dossard 53 et 54? Exact, Renan Pinsec est avec ce groupe. Merci beaucoup Loïc, vous restez évidemment avec ce groupe d'échappés et ils sont bien 13, c'est cela Loïc? Loïc Mathieu? Oui André, je vous reçois très mal. Il y a en ce moment même une accélération de Phil Anderson et c'est justement Roland Pinsec qui a fait l'effort pour revenir. Si je ne vous ai pas donné Roland Pinsec, c'est une erreur de ma part puisque je l'avais noté évidemment dans les échappées. Il n'est pas tout seul, il est accompagné par l'Espagnol Pablo Moreno. Et Phil Anderson et Roland Pinsec, ce sont les deux hommes qui ont intérêt à rouler et ce sont eux qui font la plupart du travail. Et ce sont même eux qui organisent la chasse. Un dernier mot Loïc, combien d'échappés? 13, c'est bien ça? Je ne vous entends pas très bien, André. Combien d'échappés Loïc? 13 exactement. Merci. Eh bien Bernard, voilà beaucoup de choses pour cette somptueuse étape entre les départements, donc on vous l'a répété, de la Drôme, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Une étape qui a été saluée au passage par la patrouille de France qui nous a offert un beau spectacle du côté de Kéran, c'était déjà dans le Vaucluse. Et une étape dont on attendait beaucoup parce que ce matin, eh bien, le parcours se prêtait tout à fait à des attaques de ce type-là. Oui, une journée que l'on attendait depuis quelques temps déjà, qui est enfin arrivée, c'est-à-dire une échappée contenant inévitablement un équipier de Toshiba, mais un seul, ce qui permettra maintenant d'avoir, après avoir décanté un petit peu cette équipe, d'avoir pour les 13 échappés les mains un petit peu plus libres et puis peut-être plus de chance également pour remporter ce Paris-Nice, bien que Pascal Lans ait démontré par le passé qu'il avait de bonnes qualités pour faire un coureur à étape. Et puis que Pascal Lans a quand même 1 minute et 29 secondes d'avance sur Phil Anderson au classement général, ce qui est apparemment largement suffisant pour lui. Surtout qu'aujourd'hui, il n'aura pas d'effort à faire, il n'a qu'à suivre le train dans cette échappée. Et belle image maintenant, celle des Castorama, avec en particulier Christophe Lavenne qui mène la lutte derrière le groupe d'échappés, car si les 13 échappés ont 1 minute d'avance à maintenant 40 km de l'arrivée environ, rien n'est encore joué. Le parcours de cette fin d'étape est très roulant et pourrait permettre un retour du peloton s'il n'y a qu'1 minute d'avance. Oui, en plus, les Castorama n'ont personne devant, ils n'ont pas su aller dans cette échappée pour être présentés, alors que nous apercevons Laurent Fignon en plein écran. Laurent Fignon qui, je pense, est venu donner un léger coup de main. Stéphane Roche qui ne paraît pas tellement affecté par la présence de ces
13 hommes devant. Gilbert Duclos-Lassalle qui lui sourit parce que les aides avaient décidé d'attaquer aujourd'hui. Ils ont attaqué déjà ce matin. Et ils ont un homme qui va très vite devant, qui s'appelle Christophe Capel. Christophe Capel qui a été le premier vainqueur français de l'année. Il a remporté une étape du Tour méditerranéen. Et Bernard Vallée vient de donner quelques conseils ou quelques consignes à Pascal Lans dans ce groupe de tête qui va très très vite à la faveur apparemment d'un léger faux plat descendant. On voit que les hommes de Motorola, par Anderson et Yates réunis, veulent imprimer un train très rapide à cette descente de près de 10%. Merci à le service électronique qui fera très bien les choses. On se rend compte de tout maintenant. Alors si on veut détailler ce groupe de tête, parmi ces 13 concurrents, le mieux placé au classement général est évidemment Pascal Lans qui est 3e à 4 secondes de Tony Rominger. Ensuite c'est Phil Anderson qui est 14e et qui n'a que 1 minute 33 de retard sur Rominger. Il y a enfin en 18e place Christophe Capel, parmi les bien classés, 1 minute 36 de retard. Et puis ensuite c'est Jean-Paul Van Poppel de chez PDM, le Hollandais, qui est 32e à 1 minute 50. Il faut aller encore un peu plus loin pour trouver parmi les échappés quelques candidats sérieux à la victoire finale, et en particulier celui que Greg LeMond nous avait suggéré parmi nos favoris, Sean Yates de chez Motorola, l'équipe en forme, 2 minutes 04, 43e position pour Sean Yates. Mais pour Pascal Lans, ce seront quand même bien Anderson et peut-être Capel qui sont les hommes les plus dangereux. Les autres, notamment Van Poppel, ne passera pas assez bien le Montfaron pour pouvoir l'inquiéter, alors que Moreno et Ronan Pinsec collaborent très activement à cette échappée. Il est vrai que Pinsec a intérêt à se rapprocher de la tête au classement général, et Moreno également, puisque cette équipe Séour a absolument besoin de marquer des points au classement FICP pour pouvoir faire partie des équipes sélectionnées pour le Tour de France et quelques autres grandes courses. Voilà, ce qui nous permet de vous préciser que vous avez encore 25 km environ pour participer au jeu de FR3 avec votre Minitel 3615 code FR3. Vous décernez toutes les palmes du jour à celui que vous avez remarqué, celui qui a animé la course et qui vous permettra donc de gagner les vélos offerts aujourd'hui avec la collaboration de Peugeot. Jusqu'à 10 km de l'arrivée, donc à vous de choisir quel est le coureur qui s'est mis le plus en évidence aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y en a 13. Ça sera plus difficile à choisir qu'hier. Il y en a 13 et il faut aussi que l'on raconte ce qui s'est passé ce matin avec, dès le 25e kilomètre, la première échappée signée Peters. C'est pas pour vous rappeler que Peters était aussi dans ce groupe, mais enfin quand même, c'est lui qui a été le premier à lancer la course après 25 km. On a revu aussi Pedersen, très à son aise. On a revu Caritou, Argentine et Stumpf pour les Allemands, alors que le groupe de tête continue toujours à un rythme effréné, que derrière c'est toujours la même lutte avec les Castorama qui sont derrière. On va très vite dans cette zone parcours. On va extrêmement vite, on le voit d'ailleurs sur cette belle image d'hélicoptère où les deux premiers qui sont Yates et Pinsec ont lâché le groupe alors qu'il y a une accélération de Lieti, Marco Lieti, qui est également très très présent depuis Paris-Nice. Il a souvent lancé des offensives. Il n'a jamais été vraiment récompensé, mais c'est un très bon coureur, un bon attaquant, un type spectaculaire qui fait beaucoup d'efforts pour se montrer. Oui, et c'est vrai que Pierre Chany nous disait hier soir que depuis le temps qu'il franchit le col de la République, jamais encore il n'avait vu un col de la République franchi par tout le peloton groupé. Et il était désespéré, notre bon Pierre Chany, qui est la mémoire de tous les journalistes avec Jean-Paul Olivier. Eh bien, ça va mieux maintenant sans doute pour Pierre Chany, car aujourd'hui, eh bien, on a attaqué dès les premiers kilomètres, dès le 25e kilomètre. Il est vrai qu'hier, il n'y avait eu aucun coureur lâché dans cette montée du col de la République. Il faut dire également qu'auparavant, il y avait très souvent des bonifications en haut de ce col. Donc, ça se montait beaucoup plus vite. Cette année, il n'entrait en jeu, pour ainsi dire, que pour le classement du meilleur grimpeur, parce qu'il était placé relativement loin de l'arrivée, ce qui pourrait expliquer cette sorte d'apathie, entre guillemets, des coureurs. Par contre, oui Loïc. Ah oui, parfait, je vous entends là, je suis pas perdu là, très bien. 1,40 d'avance pour les échappés, et la chasse derrière s'est organisée, et les Toshiba ont trouvé avec les Castorama une aide très précieuse, et Casto et Toshiba mènent la chasse derrière les échappés. Ça va très vite. Tout à l'heure, à 43 km de l'arrivée, dans la descente que vous avez sûrement pu apprécier, nous descendions à 90 km/h, et cette descente était menée, vous l'avez sûrement vu, par Phil Anderson et Ronan Pinsec. Donc 1,40, et nous sommes à moins de 40 km de l'arrivée maintenant.
Merci Loïc pour toutes ces précisions avec Pascal Lans, pour le moment leader virtuel, mais peut-être leader tout court à la fin de cette étape du Paris-Nice. De toute façon, un Toshiba qui en remplacera un autre. Oui, parce qu'il est certain que l'équipe Toshiba ne va pas rouler derrière ce groupe d'échappés. Elle va laisser le travail à certaines équipes qui ne sont pas représentées à l'avant. Elle ne va pas courir après son leader. Et le travail reviendra donc surtout aux Castorama qui n'ont pas réussi à placer quelqu'un devant. Il y a également d'autres équipes qui n'ont personne et qui sont Gatorade, l'équipe italienne, l'équipe de Roger Leger a placé Capel. Il y aura également les RMO qui eux n'ont pas non plus la présence d'esprit ou la possibilité de placer un homme dans cette échappée. Le groupe Lotto qui voudrait bien voir ici une victoire de MUCE aurait aussi intérêt à collaborer dans le peloton pour revenir sur les hommes de tête. Et puis enfin il y a le groupe Amaya, la formation de notre ami Patrice Esnault ainsi que TVM qui n'ont pas réussi non plus à placer un homme et qui ont, elles, intérêt à essayer de revenir sur le groupe d'échappés. Un groupe d'échappés où on remarque bien sûr beaucoup la présence des deux Motorola, Phil Anderson et Sean Yates, et des deux Séour, avec en particulier Ronan Pinsec qui est impressionnant, accompagné par Pablo Moreno. Effectivement, ce sont eux qui font la majeure partie du travail. Je répète que Pinsec et Moreno ont intérêt à être placés dans ce Paris-Nice pour pouvoir marquer des points au classement FICP, pour eux et surtout pour leur équipe qui n'est pas encore, qui n'a pas assez de points pour participer au Tour de France. Voilà, et après avoir quitté les aiguilles, on va s'approcher maintenant de l'arrivée et en particulier de la façade ouest de Marseille, puisqu'on va rentrer par Vitrolles, qui se trouve juste à côté des temps de Berre. C'est aussi une zone industrielle importante, à 35 km de l'arrivée, alors que dans le peloton, vous le voyez, ce sont les Castorama et les Toshiba qui s'entendent très bien. Collaboration parfaite entre Laurent Fignon et Tony Rominger, l'intérêt est le même. Oui, je pense que Rominger est venu ici pour montrer qu'il était là, bien là, qu'il était capable de rester là, qu'il n'avait pas été surpris ou ce n'est pas du tout une défaillance physique, c'est simplement parce qu'il a un équipier à l'avant et que la course d'équipe lui dicte de rester à l'avant et à la limite de favoriser l'échappée de son jeune équipier Pascal Lans, qui, nous le répétons, possède au classement général 1 minute et 29 secondes d'avance sur Phil Anderson, ce qui est largement suffisant à mon avis à Pascal Lans pour pouvoir réduire les dégâts éventuels en haut du Faron, parce qu'il n'est pas encore certain qu'il soit distancé. Et puis Pascal Lans est un très bon coureur de contre-la-montre qui ne perdra que très peu de temps dans le col d'Este. Loïc, on a l'impression que derrière le groupe d'échappés, le peloton va un tout petit peu moins vite. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça par le chronomètre? Bien écoutez, André, je suis revenu vers la tête de la course et évidemment comme ça roule très vite, nous aussi nous devons rouler très vite. Je viens juste de rejoindre les échappés, mais la chasse était encore fort bien organisée lorsque j'ai quitté le peloton. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la collaboration entre les Castorama et Toshiba s'effectuait réellement et je les ai laissés tels quels. Je vais vous faire un autre chrono et ensuite bien, je vous redemanderai l'antenne pour vous donner ce chrono. Merci Loïc, donc 1,42 pour le moment d'avance pour les échappés au moment de franchir les quelques mètres que l'on emprunte à Marignane dans ce Paris-Nice, à moins de 30 km de l'arrivée, donc 1,42 d'avance. C'est intéressant, même si maintenant, en empruntant les nationales 368 et 568, on va permettre au peloton d'organiser encore mieux la chasse si c'était possible. Oui, alors que nous venons de voir passer à l'écran Didier Thueux avec son maillot de leader de la montagne qu'il a perdu malheureusement dans la journée au col de Murs. Oui, et si Régis pouvait nous préparer d'ailleurs le classement général de la montagne, on vous dirait qu'aujourd'hui, eh bien, c'est encore l'Allemand Hundertmark qui s'est imposé au col de Murs, devant De Clercq et Thueux qui a pris la 3e place, devant l'Espagnol Martin, Martial Gaillan étant toujours bien placé dans ce classement de la montagne à la 5e place, Hundertmark étant maintenant premier au classement général, avec 11 points pour cet Allemand
qui a participé à toutes les arrivées au sprint dans les côtes de ce Paris-Nice. Donc Untertemark est maintenant leader de ce classement de la montagne, meilleur grimpeur, devant Thueux, avec 9 points, 11 pour Untertemark, 8 points pour De Clercq, 3 points pour l'Espagnol Martin et 2 points pour Martial Gaillan. Alors que fort heureusement pour les échappés et fort malheureusement pour le peloton, très peu de formations prisonnières de ce peloton et non représentées à l'avant viennent rouler avec les Castorama, les laissant seuls pour faire le travail. Et comme devant, dans le groupe des échappés, on a l'air de très bien s'entendre, alors que s'affiche le classement de la montagne après le col de Murs, le classement qui sera donc officiel ce soir. Oui, et il faut rajouter 2 petits points à Thueux, ce qui lui permet d'être deuxième avec 9 points devant De Clercq. Car après tout, si on peut continuer de faire 36-15 code FR3 pour donner le nom de celui qui s'est mis le plus en évidence, il est peut-être dans ce groupe d'échappés, ce nom-là, mais il est peut-être aussi parmi ceux qui, dans le peloton, organisent la chasse derrière, et on a vu en particulier la belle présence de Thueux. Alors qu'en tête de l'étape, c'est Ronan Pinsec. C'est Ronan Pinsec qui emmène le groupe ici. On a vu tout à l'heure qu'à la suite d'un relais très appuyé, Ronan Pinsec avait légèrement décollé ses compagnons, alors que Anderson, lui non plus, n'est pas avare de ses efforts. Et que Pascal Lans, lui, bien sûr, reste sagement dans ce peloton. Son équipe a fait tout le travail ces 2 dernières journées, même ce matin, lorsqu'il y avait des attaques de Peters, par exemple. Et bien maintenant, Pascal Lans doit protéger le maillot de son leader, qui lui a repris d'ailleurs, et donc il est dispensé de collaborer à cette offensive. Et toujours Anderson qui reprend le relais, un Phil Anderson que nous avions vu très en forme depuis le début de saison, puisqu'il a remporté le Tour méditerranéen et la semaine sicilienne, et qu'il ne se fait pas prier ici. Oui, les mauvaises langues disent, Bernard, que si Phil Anderson est prêt si tôt dans la saison, c'est qu'il n'a en fait qu'un contrat à temps qui sera un contrat définitif, que si au bout de 6 mois il a donné satisfaction à ses employeurs de Motorola. Je pense que vous avez employé le juste mot, ce sont de mauvaises langues. André, Oui, Loïc. 1,40 l'écart entre les hommes de tête et le peloton qui roule toujours aussi fort et toujours emmené par Chauvet, donc les Toshiba et les Castorama. Alors Loïc, il nous semble là que dans le groupe d'échappés pour la victoire de l'étape aujourd'hui, il y a un coureur qui est bien placé, c'est Christophe Capel de chez Z. Vous voyez mon petit message personnel. Est-ce que vous avez remarqué Greg LeMond qui ne s'est pas mis tellement en évidence, il faut bien le remarquer, depuis le début de ce Paris-Nice? C'est à moi que vous posez la question. Alors effectivement, Greg LeMond ne s'est pas mis en évidence, mais vous savez qu'il a toujours des débuts de saison très difficiles. Il va en règle générale sur le Tour méditerranéen pour savoir où il en est de son entraînement personnel, et ensuite il vient sur Paris-Nice pour carrément subir des tests. C'est ainsi que l'année dernière, on a pu l'apercevoir montant le col du Montfaron, enfin le col du Montfaron, le Montfaron tout simplement, en compagnie, tenez-vous bien, de Moncassin. Et Moncassin, il était ravi, lui, d'être en haut du col en compagnie de Greg LeMond, mais je crois que la réciproque n'était pas vraie. Tout ça, eh bien, tout simplement pour vous dire que Greg LeMond est sûrement ici, tout simplement pour raffiner sa préparation. Et c'est vrai qu'on l'a peu vu, c'est vrai qu'on l'a peu vu dans ce Paris-Nice, mais c'était pas l'un des buts et l'un des objectifs de sa saison, je ne le pense pas. Et derrière moi, eh bien, la chasse est toujours menée par Thierry Marie. Maintenant, c'est Didier Arnoux qui vient de prendre le relais par les Castorama, et juste derrière eux, dans le roue, eh bien, je peux apercevoir les Toshiba, et pas très loin de là, les Easter Sigma qui, eux, n'ont pas intérêt pour l'instant, en tous les cas, à rouler. Je vois Tony Rominger aussi qui vient se placer vers la tête de la course. Oui, on a remarqué aussi Thierry Bourguignon que vous aviez pu interroger hier. Alors Thierry Bourguignon travaille toujours autant, c'est ça Loïc? C'est ça, absolument. Et maintenant, Didier Thieux, qui a perdu son maillot de la montagne, mais en tous les cas, il l'a toujours sur les épaules, vient de faire un relais. Ils sont dans ce que nous appelons des bouts droits, et là, ça tire très fort. Et l'homme qui est en tête actuellement, c'est Thierry Marie. Là, lui, c'est bien faire ça, le relais. Il le passe à Jean-Pierre Bagot. Jean-Pierre Bagot, un homme fort aussi du peloton. Christophe Lavenne, le relais. On a l'impression d'assister d'ailleurs à un contre-la-montre par équipe en regardant cette équipe de Cyril Guimard. Oui, et ben c'est peut-être pas pour
faciliter le travail justement de Laurent Fignon, car Laurent Fignon n'aime pas beaucoup le travail par équipe, en particulier les contre-la-montre de début de saison. Et puis il faut dire également que les coureurs de tête font aussi une sorte de course par équipe, puisqu'ils sont très organisés entre eux. Il n'y a aucun problème pour se succéder dans les passages de relais, ce qui expliquerait que malgré la chasse menée dardard par les Castorama. Bernard? Oui. Bernard, André, juste, oui. Je vous interromps quelques secondes pour vous dire qu'on a un petit problème au niveau de l'image et tous les techniciens sont en train de s'affairer pour y remédier. Donc vous continuez votre commentaire, vous faites un petit peu de la radio maintenant. Et on vous informe dès qu'on a de nouveau l'image. Donc on fait un petit peu de radio, c'est ça? Voilà, vous nous tenez au courant. Vous continuez, vous poursuivez. Ok, très bien. Bien, donc nous sommes actuellement aux alentours de Marignane et à 25 km de l'arrivée, un peu moins maintenant. Et toujours donc en tête nos 13 échappés avec le nouveau leader probable de ce Paris-Nice, Pascal Lans, 3e au classement général ce matin. Oui, nous pourrions peut-être répéter les noms des échappés pour les gens qui nous rejoindraient maintenant. Nous avons donc Moreau de l'équipe Istor, de l'équipe PDM nous avons Van Poppel, de l'équipe Z Capel, de l'équipe Séour 2 hommes, Moreno et Pinsec, de l'équipe Toshiba Lance qui est le virtuel maillot, comme vient de vous le dire André Garcia, le virtuel maillot blanc, de l'équipe italienne Ariostea nous avons Fourlan et Lieti, de l'équipe américaine Motorola nous avons Phil Anderson et Schenietz, de l'équipe Istor Peters et enfin de l'équipe allemande Telekom nous avons Kaiser et Neibourg. Kaiser, nous avons nos amis de la télévision allemande qui nous ont dit c'est Kaiser qu'on doit dire. Alors très bien, on prononce donc le nom de Kaiser. Exactement, parce que ce Paris-Nice est retransmis non seulement en France mais également retransmis en Allemagne, en Espagne, et nous avons su également que de nombreux amis belges nous captent sur la chaîne FR3. Alors nous saluons bien tous nos amis belges qui ont la chance d'avoir quelques représentants dans cette échappée. Voilà, et je crois, Daniel, que l'image est revenue avec le groupe de tête, toujours le même que celui que vient de vous décrire Bernard Thévenet. Alors Loïc, on se retrouve avec vous. Vous êtes, je crois, revenu dans le groupe de tête, c'est cela? Parfaitement. Oui, non, je suis resté avec le peloton car nous sommes à moins de 30 km de l'arrivée. Et tout à l'heure, Bernard, lorsque vous commentiez la chasse du peloton, nous étions à 70 km/h. Et là, on est en train de plafonner à 60 km/h, à moins de 30 km de l'arrivée maintenant. Mais quand vous dites plafonner à 60 à l'heure sur un vélo, vous savez, c'est un plafond qui est tout de même assez haut. Hein. Oui, on touche carrément le plafond à ce moment-là. Un passage délicat ici, maintenant, c'est pour la sécurité routière. On a fait beaucoup de ronds-points, mais malheureusement, vous avez vu que ça peut un petit peu gêner la progression du peloton, notamment du groupe d'échappés ici, qui est presque un peloton, puisqu'il est composé de 13 hommes. Toujours les Motorola en tête, Schenietz devant son coéquipier. Voilà, et puis pour vous prouver qu'on est vraiment tout à fait en direct, mais on le dit quand on n'est pas en direct à FR3, il est 14h22 actuellement, on est à 30 km de l'arrivée, un peu moins même, et donc on a au moins 5 minutes d'avance pour l'horaire, voilà, qui vous permettra de vérifier sur votre montre quelle heure il est, et permettra à Daniel Auclair de savoir que les coureurs vont être un tout petit peu en avance aujourd'hui, sans doute, car cela va très vite. Ils n'ont pas pris le temps d'apprécier cette région qui était fantastique aujourd'hui encore, entre le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Une région où nous avons pu apprécier en particulier, on nous sommes passés à Lourmarin devant la tombe d'Albert Camus, nous sommes passés à Catenay avec une fameuse statue d'André Etienne qui est le tambour d'Arcole. Et tout ça pour nous faire profiter un peu plus de cette Provence avec le petit village de Vénasque. Et nous avons découvert aussi, parce qu'en nous arrêtant, c'est ce que nous ont dit les gens de ce petit village, eh bien c'est de ce nom de Vénasque qu'est né le nom du comte Avelissa. Voilà. Loïc, vous êtes avec le peloton, avec le groupe de tête? Alors que nous venons d'apercevoir Willy Terling, qui est le directeur sportif de Istor,
qui a donné ses conseils à Peters, Willy Terning, on s'en souvient, qui est un très bon coureur des années 70, qui a remporté plusieurs fois des étapes dans le Tour de France et qui manage, ma foi, très bien cette équipe Istor qu'il a fondée il y a 2 ans. Christophe Capel qui était à l'image tout de suite, un Français que l'on connaît peu car il s'est surtout mis en évidence en début de saison. C'est un néo-professionnel et qui pour ses débuts a réussi un bel exploit de remporter la première victoire française de l'année, et depuis il est présent régulièrement dans les arrivées au sprint. Un garçon qui va très vite au sprint et qui pourrait donner la réplique à Van Poppel, alors que nous apercevons le peloton qui semble revenir. Loïc, vous avez un écart? Loïc? Je pense que Loïc ne nous reçoit pas. En tout cas, ce peloton roule effectivement très très fort. Et j'ai 1 minute 20. Donc le groupe de tête a perdu 20 secondes en quelques kilomètres. C'était prévisible, Bernard, car en suivant cette route, vous m'avez indiqué que sur les nationales, il est fort probable qu'un groupe d'échappés serait repris. Mais s'il conservait un petit écart en rentrant à Marseille, car une des rentrées de Marseille se fait à 12 km de l'arrivée pour nous, et bien après il y a une route un peu plus sinueuse, un peu plus tourmentée, qui pourrait permettre à ce groupe-là, qui est très fort, avec des hommes en force comme Sean Yates et Phil Anderson, avec Ronan Pinsec aussi qui travaille beaucoup, pourrait leur permettre, s'ils conservent une trentaine de secondes d'avance, pourrait leur permettre de terminer. Oui, tout à fait, André. Il est vrai qu'avant de rentrer dans Marseille, il y a beaucoup de très grandes lignes droites où le peloton aperçoit les échappées, ce qui est un avantage psychologique certain, parce qu'on a l'impression de les sentir plus à sa portée, et on a peut-être tendance à se défoncer, entre guillemets, plus, c'est-à-dire à vraiment faire beaucoup plus d'efforts, quitte à craquer et à se faire lâcher ensuite, mais essayer de ramener le peloton et surtout ses coéquipiers sur les hommes de tête. Alors que l'équipe RMO vient maintenant prêter main forte à l'équipe Castorama. Vous voyez le jeu du travail d'équipe. On n'a pas vu un seul RMO tout à l'heure. Là maintenant, d'un seul coup, on voit 5 ou 6 coureurs de la même équipe venir. C'est tout un travail d'équipe, parce qu'il est inutile d'essayer de rouler seul ou de faire sa petite cuisine tout seul. C'est impossible, on ne s'en sort pas. Donc on s'est réunis à l'arrière du peloton. Peut-être bien également que Christian Rumeau est monté dans le peloton et a fait une petite remontée de bretelles, toujours entre guillemets, à ses coureurs, parce que ceux-ci n'étant pas représentés à l'avant, il leur revient maintenant d'emmener ce peloton. Et il continue d'être aidé par les Castorama. Mais il y a encore d'autres équipes qu'on a nommées tout à l'heure, comme par exemple Gatorade, qui n'est pas représentée à l'avant, et qui aurait intérêt, si elle veut emmener le sprint correctement à son leader sprinter, tout du moins Fidanza, Gatorade aurait intérêt à venir également rouler en tête, alors que nous avons maintenant l'échappée et toujours la ronde des directeurs sportifs qui viennent soit renseigner, soit donner des conseils à leurs coureurs. De nombreuses petites cotes aussi aux abords de Marseille, avec celle-ci à 7%. Elle n'est pas très longue, mais elle fait très mal et elle est redoutable pour les échappés, car au bas de la côte, on peut voir les échappés quand on est dans un peloton terriblement rapide maintenant, comme est celui de l'équipe RMO associée à l'équipe Castorama. André? Oui, parfait, mais si, il y a toujours des miracles, oui. Et une 30 toujours en faveur des échappés, mais effectivement, ça a l'air de revenir un peu sur les hommes de tête. Voilà, ce qui me permet peut-être de vous préciser une nouvelle fois que vous avez toujours la possibilité jusqu'à 10 km de l'arrivée de jouer à notre jeu pour découvrir quel est celui qui vous a le plus impressionné aujourd'hui par son sens de l'offensive. Eh bien, vous avez quelques 10 minutes encore au moins pour participer à ce jeu. Belle bordure, belle image, signé Régis Forissier et nos amis de la SFP associés à FR3 Lyon pour l'arrivée. Oui, sur cette route, le vent vient de la droite. Donc chaque coureur se place à gauche de son prédécesseur pour s'abriter un petit peu plus. Et puis derrière, lorsqu'on a occupé toute la route, vient ce qu'on appelle vraiment la bordure. Ce qui occupe la route, ça s'appelle l'éventail. Et tout le reste, ça s'appelle la bordure. Et être dans la bordure, ça veut dire bouffer beaucoup de vent. Ça veut dire risquer les crevaisons, parce que pour pouvoir s'abriter coûte que coûte, on a un petit peu toujours tendance à rouler dans le gravillon, dans les bas-côtés. Quelquefois, il y en a qui montent dans le jardin, c'est-à-dire qui vont sur l'herbe. Et à ce moment-là, si le peloton roule très très vite, il est très difficile de revenir. Il y a également le problème des cassures. Si un coéquipier aperçoit son leader bien placé, bien protégé dans le peloton, il se relèvera tout doucement.
Et si vous ne regardez pas tout de suite, eh bien vous vous trouvez à 20 ou 30 mètres et vous avez de la peine à revenir. Regardez d'ailleurs, il y a 3 coureurs qui en sont victimes. 3 coureurs à l'arrière. Oui. Bernard, eh Oui, bien, l'éventail et la bordure sont ensemble au 20e kilomètre. À 20 km de l'arrivée, donc À 20 km, oui. je pense que l'écart est toujours d'environ 1 minute 20. Donc tout reste possible pour ce peloton. Il peut très bien revenir sur les échappées. Quel beau travail en tout cas de l'équipe Castorama associée à l'équipe RMO qui se partage l'essentiel du travail. On est là en ce moment sur la côte du Rove ou de Rove à 20 km de l'arrivée à peu près. Une côte qui n'est pas très difficile mais qui survient à un moment inopportun pour les non-grimpeurs ou pour les gens qui sont mal placés. Je pense par exemple à ces coureurs que l'on voit dans les derniers du peloton. Il leur faudra vraiment s'accrocher très très fort parce que pour eux ça va être très difficile. Si en plus nous assistons à quelques attaques, ce qui serait possible puisque certaines équipes sont encore toutes fraîches et n'ont participé à aucun travail, il pourrait y avoir des cassures et à partir de là le sort des échappés serait réglé assez rapidement. D'ailleurs ces échappés que l'on n'aperçoit pas très loin devant le peloton. D'ailleurs le peloton est revenu je pense à moins d'1 minute puisqu'on a arrêté les voitures derrière les échappés, ce qui voudrait dire que le directeur de course a enregistré un écart inférieur à la minute et donc il a fait arrêter les voitures afin qu'elles ne servent pas de point de mire. Phil Anderson dans la roue de Sean Yates qui fait un travail considérable à Sean Yates. Il avait raison Greg LeMond de me dire que Yates était en forme. Sean Yates qui fait un travail considérable pour son leader de début de saison, Phil Anderson. Oui, Sean Yates sait que Phil Anderson marche très fort en ce moment, il lui fait une très grande confiance. Et bien mon Dieu, il ne calcule pas sa peine, Sean Yates. Il n'est pas un grimpeur, mais il a tout de même très bien passé cette côte du Rove. Et il continue. Et Phil Anderson également. Phil Anderson qui sait pertinemment qu'il n'y a pas de bonification à l'arrivée et que donc ce qui est important c'est de prendre le maximum de terrain au peloton actuellement parce que sur la fin de course en principe il y a toujours un léger retour du peloton. Bernard? Oui, oui. Et remarquez au passage, je suis en train de vous faire le chronométrage, l'écart entre les échappés et le peloton, et remarquez au passage que cette petite côte a fait du mal puisque le groupe de tête a perdu à la fois l'Espagnol Moreno, ça c'est ennuyeux pour Ronan Pinsec, et Erwin Ditchborg de l'équipe Télécom. Ce qui veut dire qu'ils ne sont plus que 11 en tête, Loïc, vous nous confirmez? Absolument, attendez, je vais même vous donner maintenant l'écart, 1,23 très précisément. Merci Loïc, toujours en tête Sean Yates avec sans doute dans sa roue Phil Anderson et peut-être pas très loin derrière Ronan Pinsec qui a pu hésiter un moment pour permettre à Pablo Moreno de revenir dans le groupe de tête. Exact. Loïc, vous pourrez nous donner également la vitesse du peloton dans cette descente après la côte du Rove. Phil Anderson avec maintenant les coéquipiers de chez Télécom, en particulier Darius Kaiser, l'allemand, et voilà, Ronan Pinsec qui revient en première position. Il sait que de toute façon pour Pablo Moreno ce n'est pas très important de terminer dans ce groupe là, mais pour lui c'est capital de prendre du temps au leader de ce Paris-Nice, Tony Rominger. Oui, il est capital également pour Ronan Pinsec de s'installer en leader de cette équipe de Séour. Et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est très bien calculé. Disons que le grand problème maintenant, c'est de savoir si ces hommes pourront résister au retour du peloton jusqu'à l'arrivée. Beau travail encore de Sean Yates, avec un relais maintenant de Christophe Capel. Regardez l'allure que prend d'ailleurs Sean Yates pour être le plus aérodynamique possible. Lorsqu'on atteint des vitesses supérieures à 60 km/h, l'aérodynamisme devient extrêmement important. Et ce qui n'est pas tout à fait le cas de Christophe Capel. Non, parce que Christophe Capel, lui, joue surtout sur le sprint et il n'est peut-être pas très bien renseigné sur le retour du peloton. Il préfère ne pas faire trop d'efforts et garder ses forces pour contrer Van Poppel, qui est tout de même un sacré sprinter. Toujours en tête donc ce beau duo des Motorola avec Sean Yates et puis Anderson qui sont impressionnants. C'est le mot, impressionnant. On les voit toujours devant. Toujours au moins un de ces deux hommes se trouve dans les 2 ou 3 premiers, souvent même les deux dans les 3 premiers. Donc vraiment envie de
de se distinguer aujourd'hui et surtout de creuser l'écart par rapport au peloton. J'ai peur que ce soit tout de même une tâche bien difficile pour eux, tout comme il sera difficile de lâcher Lens dans les prochains jours. On va aborder maintenant dans quelques kilomètres l'Estac avec ces paysages qui ont tellement impressionné Cézanne, Braque, Dufy ou Derain. Et un écart qui sans doute maintenant, Loïc, doit être un peu plus restreint. On pense en tout cas, car si le groupe d'échappée fonctionne toujours très bien avec Jean-Paul Van Poppel qui pour la première fois je crois prend la tête, derrière je pense que les Castorama et RMO doivent s'en donner à cœur joie, Loïc. Loïc ? Les deux équipiers italiens maintenant. Et toujours Pinsec. Pinsec aura fait également un très très gros travail dans cette échappée, puisque normalement il représente un 12e de cette échappée. On devrait le voir une fois sur 12 là, et son tour revient beaucoup plus souvent. Et oui, Ronan Pinsec qui ne veut pas se faire oublier du public français. Il court maintenant, vous le savez, dans une équipe espagnole depuis le début de saison. Et il aime bien sa popularité nouvelle, due, c'est vrai, à son maillot jaune du Tour de France. Et il entend en faire bénéficier toute son équipe lors de ses venues en France. Oui, cette performance lui permettrait de reprendre le leadership de son équipe, ce qui serait de bon augure. Et puis je répète encore que l'équipe de Séour a absolument besoin de points FICP pour pouvoir participer au Tour de France, et que par là même, eh bien, si Pinsec arrive, aussi le groupe de Pinsec arrive à maintenir son avance, il marquera de précieux points. Et toujours Chonietz et Anderson en tête, formidable. Et Van Poppel également étonnant, parce qu'en principe un sprinter reste plutôt tranquille. Certainement Van Poppel s'est-il rendu compte que les voitures suiveuses n'étaient plus là, ce qui voulait dire que l'avance avait fondu, était de moins d'une minute et qu'il lui fallait collaborer à cette échappée pour pouvoir espérer arriver pour la première place au sprint. La belle récompense de ce groupe de tête, la Méditerranée, car quand on aborde la Méditerranée, ça veut dire que Marseille est tout proche. Voilà la belle récompense, une superbe image aussi pour nous et une façon de vous dire qu'il fait très beau sur ce Paris-Nice qui mérite vraiment cette année son nom de course au soleil. Loïc Mathieu, on a entendu beaucoup de bruit, ça veut dire que vous n'êtes pas loin de nous. Loïc, vous nous entendez? Non, pas encore. Regardez l'aérodynamisme de Chonietz là, qui était dépassé pourtant par Anderson. Pourtant Anderson bénéficiait de l'aspiration, mais comme il avait une position qui rentrait moins bien dans l'air, dans le vent, Anderson a dû donner une série de coups de pédale pour pouvoir dépasser son coéquipier. Régis Forissier, vous nous gâtez avec ces images. Loïc Mathieu, est-ce que vous êtes de nouveau en liaison avec nous? Loïc? Oui, c'est très difficile. On vous entend très faiblement, Loïc. Alors on va vous donner quelques secondes de répit pour vous permettre de régler tous vos appareils, avec maintenant le peloton, et en tête du peloton, les voilà, les coureurs belges. Bonjour à nos amis belges qui nous écoutent si l'équipe Lotto bien. L'équipe Lotto qui a très certainement senti, Jean-Luc Vandenbroek a très certainement senti que les Castorama et les RMO ne suffiraient pas à eux seuls à faire revenir ce peloton sur la tête, donc il a envoyé ses coureurs à l'avant. Et maintenant, ce seront peut-être 3 équipes qui vont rouler. Peut-être seulement l'équipe Lotto. Nous allons savoir ça très bientôt, parce que l'équipe Castorama a tout de même eu le mérite de lancer la chasse. Et ces coureurs sont très certainement fatigués maintenant, alors que les Lotos sont tout neufs. Et les Lotos vont lancer la chasse. Comme hier, ils l'ont fait d'ailleurs hier. Ils l'ont fait un petit peu tard parce qu'ils ont été trompés par le kilométrage, mais en général, ces garçons-là savent exactement à partir de quel moment il faut véritablement lancer la chasse pour retomber sur le dos des échappés autant que possible dans le dernier kilomètre. Pourquoi dans le dernier kilomètre? Eh bien tout simplement pour éviter les contre-attaques venant d'autres coureurs du peloton. Marseille où le foot n'est jamais vraiment absent, et nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée, ce qui veut dire que pour vous c'est fini, vous n'avez plus la possibilité de jouer à votre jeu. Juste au moment d'ailleurs où Ronan Pinsec prend un très long relais qui ressemble presque à une tentative d'échapper. Je crois que c'est une tentative d'échapper, c'est une attaque de Ronan Pinsec. À 10 km de l'arrivée au port de l'Estac, qui est maintenant le port qui reçoit toute la flottille de pêche du vieux port de Marseille. Ronan Pinsec qui aimerait bien s'imposer à Marseille. Oui, bien sûr, emporter une étape dans Paris-Nice, c'est toujours très bien venu. J'essaie de regarder l'avance de Pinsec. Malheureusement, elle n'est pas très grande et Pinsec vient d'être rejoint. Ce n'est pas grave, ça permet à ce groupe de continuer son rythme endiablé et de venir très rapidement
s'approcher de l'arrivée, alors que derrière Pinsec, vous avez remarqué la roue avant de Pascal Lans. Oui, mais André, il y a des problèmes lorsqu'il y a des attaques comme ça dans une échappée. Déjà, c'est parce que l'échappée ne s'entend pas vraiment très très bien. Il y a des petits problèmes là-dedans. Et en principe, lorsqu'il y a des attaques, lorsque des attaques se déclenchent, ça fait augmenter la moyenne. Mais après, les coureurs ne veulent plus collaborer, ce qui l'a fait baisser beaucoup plus. Et en fin de compte, l'allure générale, la moyenne générale de l'échappée faiblit, ce qui permettrait au peloton de revenir. Un peloton que nous allons peut-être apercevoir sur cette très belle vue. Loin derrière les hommes de tête. Loïc, voici. Loïc Mathieu, vous êtes avec le peloton, avec le groupe de tête. Loïc? Non, encore impossible d'avoir Loïc avec un problème en tête de peloton. Un petit problème, si l'on pouvait voir. Peut-être reste simplement un coureur qui appelle ses coéquipiers à la rescousse. Ça arrive également. Lotto en tête du peloton, comme toujours. Il y avait un rond-point. Certains coureurs ont choisi la gauche de la route, d'autres la droite. Et ce qui a provoqué cette légère cassure en tête du peloton. Un peloton emmené à toute allure par Patrick Verschurn. Toujours en tête, donc, nos échappés avec Pascal Lans qui va sans doute s'emparer du maillot de leader dans quelques instants. Pascal Lans de chez Toshiba. Et une allure du peloton extrêmement vive, on peut s'en rendre compte par la longueur de ce peloton. Un groupe très très étiré. Car de nouveau, la route est très roulante là et un écart de 30 secondes ne signifie absolument, et même une minute ne signifie rien pour un peloton qui va aussi vite. En plus, elle est très large, les ronds-points sont eux également très larges, ne permettent pas la désorganisation d'une équipe, et une équipe qui s'entend très très bien, qui a l'habitude de faire des retours comme sont habitués les lotos, on les a vus notamment à l'œuvre hier, permet un retour sur des échappées assez rapides quand même. Loïc, est-ce que vous êtes avec nous, Loïc? Non, toujours pas de Loïc Mathieu. Alors que nous avons aperçu un coureur de Castorama qui collaborait avec ces coureurs de Lotto. Évidemment, Castorama et Lotto ont tout intérêt, et même Remo également, à revenir sur les hommes de tête puisqu'ils ne sont pas représentés à l'avant. Alors que nous apercevons également des éléments de chez Gatorade qui ne semblent pas participer activement à la chasse, mais qui sont venus tout de même là à l'avant, prêts à donner la main en cas. Ouh là là, un peloton très très étiré, je suis sûr que ça va très très vite. Dommage que nous ne puissions pas avoir Loïc pour nous donner la vitesse, mais je suis sûr que ce peloton avance à plus de 55 à l'heure. Loïc, est-ce que vous êtes avec nous? Non, eh bien, quand vous pourrez, vous interviendrez évidemment. À votre gré, Loïc, avec le peloton toujours aussi étiré, le groupe de tête où devrait collaborer encore en tête les Motorola, mais nous retrouvons le peloton avec les coureurs de chez Lotto qui se font la part belle du travail avec les 7, je crois, le dosseur numéro 103. Voilà, c'est lui. Merci. Un peloton qui avance très 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 rapidement. Mais le groupe d'échappés a quand même une belle avance maintenant. Oui, puisqu'il a encore 1 minute 20 secondes ou 15. Alors qu'il n'est plus qu'à 7 km de l'arrivée. Le groupe que nous retrouvons maintenant d'ailleurs. Ah, Phil Anderson est revenu un petit peu à l'arrière, reprendre des forces, récupérer. Ce qui va peut-être ralentir un petit peu le rythme de ce groupe. Attention, un éventuel retour du peloton. Mais non, il ne ralentira pas ce groupe car Sean Yates va sans doute prendre le relais de Van Poppel et Sean Yates ne va pas laisser sa part du travail à d'autres. Ah si, maintenant voilà, il a les cuisses, les grosses cuisses. Hein. Il a pris ce relais sans doute aucun. Alors que c'est Phil Anderson qui est revenu tout à fait de l'arrière. Tout à l'heure, il était dans les 2 dernières positions. Dès que l'allure faiblit, Anderson revient en tête. Et il relance ce groupe à quelle allure, également. Un final époustouflant, très 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 rapide et il faudra tout de même que le peloton aille vraiment très 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 vite pour pouvoir se rapprocher des hommes de tête. Nous avons vu à l'écran Francis Moreau, un nordiste chez Toto Tapi, toujours et encore Ronan Pinsec.
Nous avons Kaiser. Nous avons aperçu également Fourlan. Ah, petite hésitation tout de même là. Commence à arriver au panneau des 5 km. Commence à se regarder un petit peu. Et derrière, vous pouvez être sûr que les lotos et éventuellement les Istors vont commencer à mener une chasse folle pour rattraper ces 11 présomptueux. Ah oui, eux n'ont pas le problème de savoir s'il faut se regarder, qu'est-ce qu'il faut faire. Ils n'ont qu'une chose à faire, c'est rouler au maximum, le plus vite possible. Pour essayer de revenir sur ces échappés qui s'entendent, ma foi, très bien, mais surtout qui sont emmenés par un Chenietz magnifique, par un Ronan Pinsec qui ne veut pas absolument le retour du peloton. Et mon Dieu, cet échappé progresse à une allure qui sera difficile de résorber. Avec une avance qui sera difficile de résorber. Voilà, et ce qui nous permet peut-être de faire un tour vers le classement général de ces 11 échappés. Donc le mieux placé toujours, Pascal Lans, 3e à 4 secondes du leader Tony Rominger. Le 2e, très bien placé, Phil Anderson, est 14e. Il a 1 minute 33 de retard sur Tony Rominger. Et enfin Christophe Capel, 18e avec 1 minute 36. Signalons aussi Jean-Paul Van Poppel, le 4e au classement de ce groupe-là avec 1 minute 50 de retard. Toujours Chenietz qui fait l'essentiel du travail pour son leader du moment, Phil Anderson. Oui, heureusement qu'il est là, Chenietz, parce que ça ne s'entend plus très bien dans cette échappée. Et si Chenietz et Anderson n'étaient pas toujours à la relance de l'allure, ce groupe d'échappés aurait pratiquement été rejoint par le peloton déjà. On ne sent plus tellement de conviction, de volonté de rouler de la part de la plupart des hommes composant ce groupe, hormis bien sûr Yates et Anderson. On n'a pas parlé beaucoup de Marco Lietti, même de Francis Moreau, et pourtant ils sont là, ils sont bien là, mais ils ne participent pas du tout au travail. On a aperçu Moreau, d'ailleurs on le voit maintenant là, à l'écran, c'est le 117, on l'a aperçu tout à l'heure, passer un ou deux relais. Je pense que Francis Moreau n'est pas un sprinter pur et il va essayer d'attaquer au kilomètre ou à 1500 mètres de l'arrivée environ. Pour lui, c'est sa seule chance de remporter l'étape. A priori, si ce groupe termine ensemble, on peut dire Van Poppel et Capel favoris? Oui, très certainement, oui. Si tous les coureurs se présentent ensemble aux 500 mètres, je dirais même que Van Poppel a de plus sérieuses chances puisqu'il a fait une bonne performance l'autre jour à Saint-Étienne. Eh bien, regardez quelle belle transition avec Van Poppel qui vient justement se montrer à l'image pour corroborer vos propos. Donc toujours ce groupe de tête, on va faire une dernière tentative avec Loïc Mathieu s'il est derrière ce groupe-là. Loïc, est-ce que vous êtes en liaison avec nous? Non, eh bien tant pis, on commentera donc ces derniers kilomètres avec ce groupe de tête, amené toujours évidemment par Phil Anderson ou Chenietz. C'est Phil Anderson pour le moment qui mène au moment d'aborder les 3 derniers kilomètres sans doute, Bernard. Oui, et à propos de Van Poppel, il est certain que il préfère aborder ce sprint à 11 plutôt qu'avec tout le peloton et tous les aléas qui pourraient en découdre. Un peloton actuellement emmené très rapidement par l'équipe Lotto, l'équipe de Museeuw qui est certainement l'homme le plus rapide de ce peloton. Quelles belles images, on a vu tout à l'heure les RMO qui étaient venus aider les Castorama avec personne d'autre pour venir faire sa part du travail, et puis maintenant on voit les Lotto qui prennent en charge les 10 derniers kilomètres. C'est leur travail, c'est leur leader qui doit s'imposer au sprint. Oui, ils auraient peut-être dû venir un petit peu avant parce que ça risque d'être juste. Si les échappés ne se regardent pas, entre guillemets, c'est-à-dire si les échappés ne... Oui, effectivement, l'échappé, mais ils ne se regardent pas, ils continuent à rouler, notamment grâce aux deux Motorola. Et si les hommes de tête ne ralentissent pas, ça sera tout de même très difficile pour le peloton de revenir sur la tête. Les Lotto auraient peut-être dû mettre en route, comme on dit, c'est-à-dire lancer la chasse un petit peu plus tôt, venir donner un coup de main aux hommes de Castorama dès le début. Ça aurait été certainement beaucoup plus efficace et beaucoup plus sûr pour eux. Phil Anderson et Chenietz constamment en tête de ce groupe, ce qui veut dire que pratiquement ils ont mis une croix sur leurs ambitions de victoire ici à Marseille. Ce qu'ils veulent, c'est se rapprocher de la première place. On ne sait jamais, ils peuvent toujours être dans un bon coup si derrière tout d'un coup le relais n'est pas pris. On peut dire qu'eux deux, ils ont fait plus de 50% du travail. Ils se moquent complètement de la victoire d'étape. Ce qu'ils recherchent, c'est avant tout la place d'honneur.
et pourquoi pas la victoire. Mais s'ils pensent remporter cette étape, je trouve qu'ils font bien peu de cas de Pascal Lans qui s'est très adroitement glissé dans la roue d'Anderson. Oui, parce qu'on ne parle pas beaucoup de Pascal qui n'a pas fait d'effort et c'est normal. Hein. Enfin, après tout, son maillot blanc est derrière. Il n'est pas là pour gagner lui, a priori. Et donc, il n'a pas fait de travail. Maintenant, il se place en excellente position pour participer au sprint final à 1 km 500, un peu plus de l'arrivée maintenant. C'est très bien joué pour Pascal qui, de toute façon, ne pouvait pas mieux faire. Non, de toute façon, il ne peut pas mieux faire et je ne pense pas qu'il prenne des risques énormes pour le sprint puisque de toute façon, il est leader de ce Paris-Nice. Il a de grandes chances maintenant de remporter ce Paris-Nice. Ce serait tout de même dommage de les gâcher par une chute stupide ou par un effort au-dessus de ses moyens pour pas grand-chose finalement, juste pour une place d'honneur d'une étape. Sean Yates toujours à une attaque de Moreau. Ah non, pardon. Ce n'est pas Moreau, c'est Wilfried Peters. Oui, Wilfried Peters qui n'avait pas fait beaucoup de travail non plus. Dans ton tapis et historiquement des maillots un peu bariolés, c'est le moins qu'on puisse dire, on peut les confondre de loin. C'est Wilfried Peters qui a été rejoint. Pourtant, il avait effectué un démarrage extrêmement puissant, mais évidemment, en arrivant en fin de parcours comme ça, tout le monde reste très très vigilant. Il est très difficile de surprendre ses adversaires. C'est une chose à laquelle pourtant réussissait très très bien Willy Terling, qui remportait des étapes justement en s'échappant comme ça au cours du dernier ou des 2 derniers kilomètres. On va quitter donc maintenant le quai d'Arenc pour arriver sur le quai du Vieux-Port de Marseille avec toujours nos 11 échappés, avec Peters que vous avez vu maintenant. Avec Van Poppel qui mène l'allure. Van Poppel devant Peters, c'est toujours bien placé. Vous les voyez ensemble en 4e et en 5e et 6e position. Les deux Motorola, Anderson et Sean Yates. Non, je crois que Sean Yates est en tête. C'est encore lui qui a repris le relais. Une fois de plus, à lui seul, il aura fait au moins 40% du travail de l'échappée. Si l'échappée va jusqu'au bout, le vainqueur de l'étape, je ne pense pas que ce soit lui, mais c'est le vainqueur de l'étape pour lui dire un grand merci, parce qu'il aura donné tout de même un sacré coup de main, et il aura bien aidé. Oh, je pense que l'équipe Lotto a légèrement ramené une attaque encore de... Celle-là, je pense que c'était Moreau. Moreau qui est poursuivi tout de suite par Ronan Pinsec et le sprint est arrivé. Moreau en tête devant Ronan Pinsec en 2e position. En 3e position, Van Poppel. Ce sera difficile de contrecarrer les projets du Néerlandais qui se retourne comme un sprint sur la piste et qui est parti. Attaque de Van Poppel. Van Poppel Capel dans la roue. Van Poppel et Capel, Van Poppel ou Capel, c'est Van Poppel assez nettement devant Capel. Van Poppel devant Capel. Victoire de Van Poppel donc ici à Marseille et maillot blanc déjà pris par Pascal Lans. Aujourd'hui c'est fait. Il y a 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes d'avance sur Tony Rominger, son leader. Van Poppel s'impose ici à Marseille. Pascal Lans est nouveau maillot blanc. Voilà qui va vous permettre sans doute, Loïc, de faire quelques interviews d'un nouveau leader français, le sprint du peloton. Très beau sprint, très propre, et qui sera remporté par Stumpf devant Jean-Claude Colotti. Van Poppel, vainqueur de la 5e étape de Paris-Nice, devant André. Christophe Capel. Oui, Loïc, on vous entend très bien. André, très vite parce qu'il doit aller évidemment au podium. Pascal, je suppose que c'était pas prévu, mais vous voilà leader. Non, puisque bon, c'est Tony qui avait le maillot, mais bon, il y a eu beaucoup d'attaques aujourd'hui, et puis bon, il fallait sauter dans tous les coups. Moi, j'ai fait mon boulot, j'ai sauté dans un coup. Là. Bon, j'avais à l'œil Anderson, je l'ai bien pris, et puis j'ai été dans le coup. Bon, moi, j'ai pas roulé, c'était à eux de faire le boulot, puis au début, on avait plus d'une 50, mais je crois que l'écart a bien diminué, et puis c'est de bonne augure pour nous. Loïc, demain... Oui, Loïc, est-ce que vous pouvez nous demander à Pascal qui nous précise quels étaient les dangereux clients que chacun des coureurs de Toshiba devait surveiller? Quels étaient les hommes que vous deviez surveiller au départ de l'étape? Disons qu'il y a des hommes qui sont quand même très dangereux, comme Phil Anderson, Laurent Fignon. Je crois qu'on les avait à l'œil, et puis moi je les ai pas laissés partir. Et demain, le Montfaron, comment vous voyez ça? Disons que le Montfaron, j'ai toujours réussi à faire de bonnes performances, alors pourquoi pas demain, hein. Merci Pascal. J'ai juste à côté de moi Phil Anderson, c'est aussi l'homme de l'étape. On l'avait déjà vu au Tour Méditerranéen. Le revoici sur Paris-Nice.
Phil Anderson, vous n'avez pas voulu attendre le Montfaron? Oui, j'ai le temps, mais je fais un peu d'exercice aujourd'hui. Mais c'est dommage parce que faire le temps jusqu'à 20 secondes derrière, ça fait pas beaucoup. Vous appelez ça de l'exercice, Phil? Oui, j'essaie, la force, c'est toujours là, mais c'est dommage, seulement à 20 secondes. C'était prévu déjà ce matin? Oui, toujours la chance dans le final comme ça. Aujourd'hui, c'est très vite. Tout est possible. Demain aussi, tout est possible dans le Faron? Oui, bien sûr. Oui, et faire de l'exercice, quelle belle formule, Bernard. Quand on voit à quelle allure il a travaillé avec Sean Yates, on est quand même impressionné, car effectivement, il a fait de l'exercice, mais quel exercice! Quel exercice, effectivement, lorsque nous revoyons le sprint, cette puissance de Van Poppel. Également la clairvoyance de Capel, hein, qui s'est très bien placé dans la roue de Van Poppel, mais malheureusement Christophe Capel ne pourra pas passer Van Poppel, alors que le troisième est Wilfried Peters. Et Peters, le quatrième, et Fourlan. Oui, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Pascal Lans tout à l'heure. Il a fait son travail d'équipier de très belle façon. Et bien, ceci lui a permis d'endosser le maillot de leader. Dans le cyclisme, il n'existe pas en France, tout au moins dans les équipes françaises, et le voici, Pascal Lans, il n'existe pas de leader vraiment désigné. On fait toujours le travail pour lui, c'est toujours pour l'homme le mieux placé, et on peut très bien remporter de belles courses, et je souhaite à Pascal Lans de remporter Paris-Nice en ayant très bien fait son travail de coéquipier finalement. Pascal Lans, nouveau leader de cette épreuve, devant au classement sans doute encore Tony Rominger, puisque le groupe du peloton a terminé grosso modo à une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes je veux dire, de Pascal Lans et du vainqueur du jour Van Poppel. Je pense qu'au classement général nous retrouverons, c'était le sprint du peloton, Van Poppel, le vainqueur de l'étape néerlandais, ancien maillot vert du Tour de France, qui avait connu quelques difficultés ces 2 dernières années, qui semble très bien revenir Bernard, au premier plan. Oui, Loïc. Oui, bien, je suis avec un autre homme, le troisième homme plus exactement de la journée, c'est-à-dire Ronan Pansek qui a ferré le bon coup et qui a sauté dans la bonne échappée. Oui, bon, je veux dire, à partir du moment où tu es devant, il n'y a qu'une chose à faire, c'est rouler, hein, parce que pour moi, Paris-Nice, sans être pessimiste, il est plutôt loin. Parce qu'on était en 2 minutes 42, bon, t'es devant, il faut rouler. Moi, je suis sur le vélo pour me battre et puis, comme je l'ai dit, pour savoir un peu où j'en suis, quoi. Dans tous les cas, vous êtes aussi là pour marquer des points. Oui, tout à fait, parce que ça fait partie du vélo et il faut se montrer aussi. Et demain, le Montfaron, vous voyez ça comment? Très haut, très dur? Oui, c'est toujours dur, mais je pense que la course va bien rouler demain parce que certains équipes ont montré quelques faiblesses et ça risque de castagner quand même. Ça vous a épaté que l'étape de ce matin parte aussi vite et aussi fort? Depuis 2 jours, on roulait pas trop, c'est vrai. Et on s'est aperçu qu'avec la victoire de Klimov et puis de l'Auto-Landais, que des échappées pouvaient aller au bout et tout le monde les gars, c'est des urgences. Merci Ronan. Je vais essayer quand même de vous trouver Greg Lemon, Bernard et André. Ah oui, vous seriez bien gentil, il reste encore 2 minutes environ, hein. Alors si vous le trouvez, ce serait très bien Loïc, alors que nous survolons la bonne mer de Marseille. Oui, et en attendant Greg Lemon, une petite constatation, c'est que par 2 fois d'affilée, 2 jours de suite, l'équipe Lotto a fait un très beau travail sur la fin de course, mais elle est toujours partie un petit peu trop tard. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et oui, il faut toujours faire référence à nos chers classiques. Merci Bernard. On va vous redonner le classement de général, en tout cas pour les 2 premières places. Toujours premier donc Pascal Lans. Devant Tony Rominger, Pascal Lans qui a terminé avec 32 secondes, je crois, d'avance aujourd'hui sur Tony Rominger. André? Oui. André, je suis avec Greg. Oh, oui. Bravo, Loïc. J'ai couru un peu, mais je suis avec lui. Bravo, Loïc. Moi, j'ai couru, Greg, et vous, qu'avez-vous fait au cours de cette étape? Vous n'aimez pas les débuts de saison, j'ai l'impression. En règle générale, vous venez sur le Tour méditerranéen pour savoir où vous en êtes, et sur Paris-Nice pour parfaire votre
votre situation physique. Cette année, qu'en est-il? Je me sens pas mal. Je sais qu'il y a des coureurs qui sont un peu mieux que moi, comme Romigneux, Laurent Fignon, mais je fais beaucoup de progrès et je me sens bien. Mais je ne suis pas capable de gagner Paris-Nice en ce moment. Est-ce que c'est l'un de vos meilleurs débuts de saison depuis 86 où je crois me souvenir que vous aviez fait un bon début de saison? Oui, mais quand même 89, j'ai fait 6e à Tirreno, j'étais en Italie, mais 4e, j'ai commencé bien 89. L'année passée, c'était un désastre, mais je suis mieux préparé, le meilleur préparé depuis 86, c'est sûr. Je disais tout à l'heure que je vous avais vu l'année dernière dans le Tour méditerranéen franchir le Mont Faron en compagnie de Moncassin. Moncassin était ravi, sûrement pas vous. Oui, mais on ne sait jamais. Tu sais, c'est sûr, au début, même quand je suis bien, je ne monte pas tellement avec les meilleurs en montagne. Ça vient pour moi au mois de mai, mois de juin. Mais je vais monter mieux que l'année passée, ça c'est sûr. Quel est votre premier objectif, Greg? Je pense que c'est déjà Milan-San Remo. Je veux faire un bon course là-bas et les classiques, Paris-Roubaix, Tour de France. En tous les cas, le mental, ça va bien. J'ai l'impression que vous pétez la santé. Oui, j'ai pas mal de santé. Merci, Greg. Merci. Merci. Et derrière Greg LeMond, vous avez pu voir Thierry Laurent, qui est Michel Laurent, qui est un des vainqueurs ancien français. vainqueur de Paris-Nice, voilà. Et manager actuel du groupe Z. Car il y a 3 anciens vainqueurs de Paris-Nice qui participent à cette 41e édition. Il y a bien sûr Sean Kelly qui n'est plus là. Je dis ça pour ceux qui suivent la course d'un peu plus loin. Sean Kelly nous a quittés avec une fracture de la clavicule. Il y a, qui reste en course, Stephen Roche, vainqueur 2 fois de Paris-Nice. Et puis il y a Gilbert Duclos-Lassalle qui a remporté un Paris-Nice. Voilà, et sur cette splendide image de la Méditerranée qui nous accueille enfin sous un chaud soleil. Voilà, Régis Forissier qui dirigeait la manœuvre aujourd'hui aussi, comme il va le faire jusqu'à la fin de ce Paris-Nice, avec des étapes en direct demain entre 13h et 13h30. Samedi, exceptionnellement, et dimanche, dans le cadre de Sport 3 Dimanche, le ralenti de la victoire de Van Poppel pour saluer le travail de nos amis de FR3 Lyon et de la SFP qui vous ont montré tout ce qu'il s'est passé aujourd'hui, avec des commentaires de Loïc Mathieu et Bernard Thévenet. Merci, au revoir. Demain, l'étape promet d'être passionnante avec l'arrivée sur le Mont Faron. Normalement, le leader demain soir pourrait gagner ce Paris-Nice. En tête, Pascal Lans devant Tony Rominger. À bientôt.